Ok, alors merci beaucoup pour l'introduction. Bonsoir à toutes, rebonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous voir aussi nombreuses ce soir pour cette discussion. Donc, ce que je propose, c'est que donc on va commencer la discussion. Donc, moi, je vais poser une ou deux questions à Fatima, même si j'en ai, comme j'imagine vous tous, plein. Donc, je vais en poser une ou deux juste pour lancer la machine, et ensuite, idéalement, ce serait très appréciable et je pense beaucoup plus interactif et intéressant si, voilà, au moment où vous donne la parole, n'hésitez pas à lever la main, à poser vos questions, et puis comme ça, on peut continuer la discussion, voilà, de manière plus ouverte et plus sympathique, on va dire. Alors, donc, comme a dit, comme on l'a présenté au début, donc Fatima est militante, mais elle est aussi autrice. Donc, elle a déjà fait plusieurs livres, dont un tout récemment, Rue du Passage. Et puis moi, j'aimerais juste commencer avec un extrait de ton livre que j'ai lu il y a pas très longtemps, et qui en fait résonne avec ce que tu as dit dans une des salles par rapport à la transmission et à l'importance de ce qu'on fait ressentir finalement aux enfants d'immigrés. Et puis à la fin, tu dis, je l'ai écrit parce que je ne sais pas encore par cœur, mais presque. Donc tant que les lions n'auront pas leur propre histoire, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. Et je trouve que ça résume finalement extrêmement bien ton propos tout à l'heure. Et du coup, j'avais comme question de savoir comment toi ou comment tu peux finalement rendre à ces enfants voilà, un sentiment euh, d'être au bon endroit en fait. Parce que tu en parles aussi beaucoup dans ton livre L'écologie pirate, la notion voilà, de déracinement où finalement ils appartiennent pas au pays duquel on les renvoie constamment depuis la France et puis ils appartiennent pas non plus vraiment à la France. Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on peut finalement voilà, amener cette notion d'appartenance à la jeune génération? Euh, Hop, vous m'entendez? Oui. Alors en réalité, Rue du Passage, cette histoire, elle n'a pas tout de suite cette dimension très politique dont tu parles. Moi, je voulais raconter une jolie histoire aux enfants. Voilà, une jolie histoire où, oui, le terrain de jeu est un quartier populaire, où les personnes qui peuplent ce terrain de jeu sont plutôt des personnes non blanches, immigrées, musulmanes, et où, au centre de l'histoire, le personnage donc central, l'héroïne, déjà c'est au féminin, c'est une petite fille arabe et musulmane, voilà, qui est entourée de sa famille, des voisins, des copains, des copines, de sa communauté, qui est le quartier. Déjà, c'était ça que je voulais faire en fait. Mais tu vois, donc c'est pas si radical que ça en fait. C'est un joli petit conte cette histoire où en fait depuis l'enfant, donc Salima dans le livre, il n'y a pas de racisme systémique. Il n'y a pas ce propos idéologique en fait. Cet enfant qui grandit dans les années 80, elle ne voit pas du racisme autour d'elle. Elle, ça se passe plutôt bien pour elle en fait. Elle s'amuse bien, elle a des petites aventures, elle cherche son ange gardien parce qu'elle a entendu au pays qu'on avait tous un ange gardien, tous et toutes. Et elle se demande, alors est-ce que c'est le passeur de cassettes, est-ce que c'est la doseuse d'épices, est-ce que c'est la voisine du dernier étage, la cafetanière, est-ce que c'est le Père Noël, est-ce que c'est sa mère, est-ce que c'est son père, etc. Donc voilà, elle cherche son petit ange gardien, donc c'est vraiment une petite histoire comme ça. Alors en réalité c'est politique, parce qu'on raconte très rarement le récit de l'immigration dans cette perspective que sont la joie, la fierté, l'entraide, la solidarité, etc. C'est très très rare. Le récit de l'immigration, jusqu'à aujourd'hui, en France en tout cas, c'est un récit dans le meilleur des cas, et c'est vrai que j'en parlais un petit peu tout à l'heure, les immigrés sont des victimes. Voilà, ils sont victimes, ils sont passifs en fait. Il y a un côté comme ça tragique. Ce sont les crimes policiers, c'est la drogue, c'est l'islamisation des quartiers, c'est la ghettoisation. Voilà, donc dans le meilleur des cas, ils sont victimes. Ça, c'est le meilleur des cas, parce que sinon, voilà, c'est le lieu de la délinquance, c'est la menace, c'est le grand remplacement, etc. Donc là, je parle vraiment du meilleur des cas. On va parler de ces gens qui habitent dans les banlieues, oh, regardez les pauvres, voilà, c'était dur, il y avait la misère, etc. C'est plutôt ça le récit de l'immigration de gauche, on va dire, ou progressiste en France. Moi, je voulais vraiment apporter autre chose, en fait, pour dire nous ne sommes pas que des victimes et nous refusons que nos enfants ne nous voient que comme des victimes, voient leurs grands-parents que comme des victimes. Voilà,
ça a été les années 80. Les années 80, il n'y a que pour les quartiers populaires et l'immigration, on a l'impression que c'est gris. Vous savez, c'est un peu comme quand on pense, enfin, en tout cas moi, ma génération, quand je pense à l'URSS, quand je pensais à l'URSS, j'avais l'impression que en URSS, il n'y avait pas de couleur. Et ça, c'est la scolarité française. Hein. La scolarité française, c'est l'URSS, c'est gris, en fait. Voilà. C'est Tchernobyl, quoi. Les couleurs se sont arrêtées à la frontière et c'est triste. Et il n'y a pas de vie. Y a pas... et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les années 80, hors quartier populaire, c'est Cyndi Lauper, c'est Madonna, c'est pop, c'est les petits chouchous rose fluo, vert fluo, etc. Ça bouge et on y croit. Voilà, les années 80, comme ça dans l'imaginaire commun, c'est voilà, demain sera mieux qu'aujourd'hui, c'est encore les 30 glorieuses, encore un petit peu. Mais alors pour les quartiers, non. Les quartiers, c'est gris. Voilà, c'est gris, on meurt, il y a la misère, etc. Donc là, c'était pour dire, voilà, ces années 80, on les a traversées aussi dans les quartiers populaires. Moi, j'écoutais aussi Cyndi Lauper quand j'étais petite, j'adorais. Je jouais aux billes, la corde à sauter, j'avais mes potes dehors. C'était la même vie, en fait. Donc, à travers cette joie et cette fierté communautaire, je vais revenir sur la fierté communautaire, c'est une manière aussi de normaliser, entre guillemets, de dire on participe à une époque commune. Chez l'enfant, il y a quelque chose d'universel. La curiosité, la canaillerie, le fait de faire des bêtises. Le personnage là, de Salima est pyromane, par exemple. Elle a un petit côté pyromane. Ça va, ne met pas. Bon, c'est un peu moi, Salima, vous l'aurez compris, avec une histoire de feu, là, où je vais mettre le feu dans les musées. Bon, il se trouve que quand j'étais petite, moi j'adorais mettre le feu partout. Bon, ben voilà, ça c'est, je pense, quelque chose d'assez universel. On a tous voulu, quand on était petite, foutre le feu à la baraque, quoi. Et donc voilà, c'est pour dire, voilà, on n'est pas. Il faut, parfois de bonne volonté, en fait. On extrait comme ça l'immigration, les personnes migrantes, les personnes étrangères, les personnes non blanches, on les extrait comme ça d'une humanité en pensant bien faire, voilà, et en les réduisant encore une fois à ce statut de victime. Là, c'est une manière de voilà, replonger dedans. Il n'y a pas de héros, héroïne en particulier dans cette communauté que je décris. La rue du Passage, c'est une communauté. Il y a par exemple cette doseuse d'épices qui est infernale. Enfin, je veux dire, elle est antipathique, elle jalouse ses recettes, elle ne veut pas les partager, etc. Donc il ne s'agit pas du tout d'héroïser en fait, les immigrés dont il s'agit dans le livre. Non, non, il s'agit au contraire de normaliser. Le seul héros dans le livre, en réalité, c'est la communauté. Et c'est là où je voulais aller pour terminer, c'est cette idée de fierté communautaire, en fait. Dans un pays, la France, alors vous me direz, et on pourra en discuter, peut-être que c'est différent en Suisse. En France, vraiment, la communauté, c'est un gros mot dès lors qu'il s'agit de personnes non blanches. Parce qu'il y a des communautés, évidemment, qui sont valorisées. Hein, bon, les communautés où on est comme ça, des hommes moustachus avec des gros cigares, ça, il n'y a aucun problème pour se retrouver justement dans ces bars à cigares, ces rallyes, etc. Il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit de personnes non blanches, vraiment, la communauté, alors il y a un malentendu, la communauté est synonyme de repli sur soi. Il y a la nation, et alors la communauté empêche en fait l'individu de s'émanciper et empêche la nation d'émanciper l'individu. Donc la communauté est pensée comme donc repli sur soi. Là où, et c'est ce que j'essaie aussi de raconter, mais encore une fois l'air de rien, je ne viens pas du tout avec mes gros sabots idéologiques malgré ce que je dis là tout de suite, c'est de montrer qu'en fait la communauté c'est l'inverse. C'est pas le repli sur soi, c'est ce qui a permis à ces exilés en souffrance, qui ont été traumatisés par la séparation aussi d'avec le village, la famille, la terre, la spiritualité, les langues d'origine, donc il y a ces traumatismes-là. La communauté, c'est ce qui permet en contexte très hostile, la France comme la Suisse ne sont pas des sociétés d'accueil, ce sont des sociétés qui sont particulièrement hostiles vis-à-vis de cette main-d'œuvre étrangère, en tout cas sur les premières générations. Et la communauté, c'est ce qui a permis de se dépatouiller, de se débrouiller, et donc de survivre. L'hypothèse du livre, c'est que voilà, c'est la communauté qui permet à l'enfant de s'émanciper. Donc voilà, donc c'est pas du tout idéologique dans le livre, encore une fois, c'est l'air de rien, c'est un petit conte, et c'est pour dire cette communauté, oui, l'histoire, encore une fois, du passeur de cassettes, de la doseuse d'épices, de la cafetanière, des OS, des mères au poignet, etc., pour dire voilà, comment cette communauté s'est organisée pour que cette petite fille, Salima, puisse grandir et puisse s'émanciper et puisse avoir cette ambition qui est la sienne à la fin du livre. Merci beaucoup. Alors, effectivement, c'est un très joli conte. Hein. Je voulais pas en fait dire trop, mais en fait apparemment c'est bon. je peux parler des différents personnages sans gêne.
Donc, oui, alors merci pour ta réponse. Moi, j'ai une question un peu à la suite qui sort peut-être un peu du cadre du livre pour le coup, mais, et qui relie plus avec ton livre précédent. De nouveau, donc cette notion de communauté, d'appartenance à la communauté. Enfin, je sais qu'on en avait discuté une fois, je sais même plus si c'était dans le livre. Tu me disais, bah, finalement, les jeunes à Bagnolet bah, appartiennent à Bagnolet. Enfin, qui s'identifiaient du coup que la notion de territoire s'arrêtait en fait à la cité. Et puis, c'était du coup ni la France, ni le pays d'origine de leurs parents. Et puis, donc ma question c'est ça, c'est est-ce que du coup c'est cette notion-là aujourd'hui de plutôt en termes de cité qui est la notion de base de territoire qui permet, enfin qui remplace cette notion, pas qui remplace mais qui est aujourd'hui cette notion de communauté. Oui, ici, comme ailleurs, dans les quartiers populaires comme ailleurs, en fait, on est attaché à sa terre, la terre où on grandit, où on joue, on s'amuse, où on a les copains, les copines, la famille, etc. Donc oui, oui, on a un attachement très fort au quartier. euh, et, et parfois, en fait, et souvent même, chez les jeunes qui habitent dans ces quartiers, dans les quartiers populaires, il y a un non-attachement assez radical à la nation française, et pourtant un attachement très fort au quartier. Alors, dans le livre précédent, effectivement, pour une écologie pirate, je raconte comme ça ma participation à un colloque universitaire en Suède, bon, organisé par Andreas Malm, mais c'était sur écologie et extrême droite. Et c'était vraiment annonciateur, malheureusement, de la situation actuelle. C'était il y a déjà une paire d'années. Hein. Et une chercheuse vient me voir et elle me dit mais on est du même on est du même coin, je suis contente de vous voir ici. Et alors moi en fait je la vois puis elle est visiblement nord-africaine. Donc elle me dit on est du même coin. Donc moi je pensais on est du Maroc, elle est du Maroc et peut-être elle est même du Rif. Et peut-être elle parle cette langue commune, la langue tamazight, etc. Et elle me dit non, non, je ne suis pas du Maroc, non, non, du 93. Et là, elle dit, ah, il y a un peuple du 93. Il y a même une fierté du peuple du 93. Fierté qui est la mienne. Hein. Alors moi, je suis 93, je m'en rends compte, bon, et ça ne s'arrange pas avec l'âge. Oui, il y a cet ancrage et cette fierté, en fait, ouais, ancrée dans la terre, en fait, qu'on habite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette terre dont on est fier, déjà, on l'appelle pas terre, on l'appelle territoire, souvent, ou quartier, ou cité. C'est intéressant, c'est une terre qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de terre en fait, c'est du béton. En France, il s'agit là des terres les plus bétonnées, les sols les plus artificialisés, etc. Donc c'est intéressant de voir que la terre par rapport à laquelle on a cet attachement, en fait, en réalité, c'est une terre qui est laide, qui est ravagée. Il faut voir la tête des quartiers populaires en France. Ça n'a jamais été aussi laid qu'aujourd'hui. Ça n'a jamais été aussi laid qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je prends cet exemple de la Seine-Saint-Denis, à l'heure où les responsables politiques et les élus, les autorités, les pouvoirs publics parlent de lutte écologique, de lutte contre le dérèglement climatique, de politique publique en vue de mieux respirer dans l'espace public, on n'a jamais autant bétonné, on n'a jamais autant parcellisé les espaces, on n'a jamais autant emmuré au nom de la sécurité notamment. Voilà, c'est pour votre sécurité, on va mettre des grilles, des grillages, des murs, des caméras de vidéosurveillance, des portiques, et encore une fois, on va parcelliser. Voilà, c'est aussi cette nostalgie que j'ai dans Rue du Passage. Moi, j'ai grandi en fait dans un quartier où on pouvait circuler relativement librement par rapport à aujourd'hui, où il y avait une sorte de contrôle social du quartier. Et ce qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants ne peuvent plus circuler dans le quartier. Les parents ne veulent même pas d'ailleurs. Les parents sont paniqués à l'idée de laisser leurs enfants seuls dans la rue, à juste titre parfois. C'est-à-dire que oui, on a peur, dans les quartiers populaires, on a peur de la drogue, on a peur des mauvaises fréquentations, on a peur de la police, on a peur. Il y a cette peur, donc c'est pas quelque chose de complètement insensé et illégitime. Toujours est-il que voilà, on circule très très mal dans les quartiers, ça empêche donc l'agora, ça empêche donc ce lieu de convivialité, vraiment au sens littéral. Ça empêche la solidarité, en fait, les liens de solidarité. Ça ne les empêche pas totalement, mais en tout cas, ça les entrave largement. Donc voilà, il y a cette terre qui est ravagée, qui est laide, qui est polluée, où on respire mal, où on a envie de... Alors c'est ça aussi qui est intéressant, où aujourd'hui on a envie de partir. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans les quartiers populaires, et là vraiment je me permets de généraliser, veulent quitter.
surtout quand ils ont des enfants en fait, parce qu'ils trouvent qu'ils aiment leurs enfants et qu'ils ne veulent pas que leurs enfants soient dans des écoles de seconde zone. Ça c'est le premier point, voilà, c'est l'école. Il se trouve que les écoles des quartiers populaires en France, ce sont des écoles de seconde zone, preuve étant que personne ne veut scolariser son enfant là-dedans. Voilà. Y compris des familles et des personnes qui se disent de gauche. Voilà, on est de gauche, mais on ne va pas sacrifier notre enfant et le mettre dans l'école de secteur. On préfère perdre un bras plutôt que le scolariser là, et on va contourner la carte scolaire pour voilà, scolariser dans d'autres écoles ou dans le privé. Donc c'est bien la preuve que ces écoles sont de seconde zone et voilà, n'offrent pas d'avenir réjouissant aux enfants. Donc ce sont des familles qui ont peur pour leurs enfants, mais c'est aussi des familles qui ont peur par rapport, enfin qui ont peur, qui veulent les meilleures conditions de vie pour leurs enfants. Et on n'a pas de bonnes conditions de vie dans les quartiers. Je vous l'ai dit, on respire mal, c'est laid, parce que la question de la beauté, elle est importante, elle est intéressante. C'est pas juste la vie, manger, dormir, c'est aussi contempler. C'est aussi admirer le soleil se lever, se coucher. À Bagnolet, par exemple, on s'est rendu compte, nous parents, que nos enfants ne voyaient le soleil qu'entre 11h et 15h, à cause de la hauteur des murs. En tout cas, sur le chemin maison-école. Entre 11h et 15h. Voilà, c'est triste quand même de ne jamais pouvoir voir le soleil se lever ou se coucher. Et ça fait partie de la vie. C'est nécessaire à la vie en fait. Ça ne sert à rien de vivre si on ne peut pas voir le soleil se lever. Mais pour les habitants des quartiers populaires, il y a cette idée que non, mais c'est pas la peine pour eux. Eux, voilà, dès lors qu'ils peuvent manger, dormir et qu'ils travaillent, parce que c'est pour ça qu'ils sont venus, hein, c'est pour ça qu'on les a accueillis avec des grosses guillemets, c'est pour qu'ils viennent reconstruire l'Europe, la France en particulier. Donc la contemplation, le beau, l'accès au beau, vraiment, voilà, quelque chose de bien superflu pour ces gens-là. Non, on veut du beau aussi. Et les familles qui habitent dans les quartiers populaires, elles veulent du beau aussi pour leurs enfants. Elles veulent que leurs enfants puissent jouer, être heureux, être joyeux, joyeuses, etc. Et on n'a pas ça dans les quartiers. Donc il y a cette forme de paradoxe, en fait, d'un attachement très fort, qui est humain, qui est normal. C'est-à-dire on est attaché à la terre où grandissent nos enfants. On est attaché à la terre où on a grandi soi-même. Voilà, il y a cette maternelle où a été scolarisé l'enfant. Là, j'ai joué quand j'étais petite. Là, mon compagnon a été au collège, etc. Donc c'est une terre qui est chargée de nos histoires, en fait. Et ça, c'est pas rien. Donc il y a cet attachement. Et en même temps, paradoxalement, on veut partir. Donc voilà, c'est ça qu'on vit aujourd'hui dans les quartiers. En tout cas, c'est le rapport qu'on peut avoir à la terre. Et je finis par ça. Je fais l'hypothèse que c'est cet attachement, malgré tout, à la terre qu'on habite, qui va faire écologie dans les quartiers populaires, depuis les quartiers populaires. C'est parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, dans les quartiers populaires, on ne s'intéresse pas, c'est vrai, à la terre, et en tout cas à la protection de la terre. Moi, l'hypothèse que je faisais dans l'écologie pirate, c'est comment être soucieux de la protection de la terre quand on nous répète que cette terre n'est pas la nôtre. Et vous savez, en France, c'est l'extrême droite qui est le premier parti le RN qui est le premier parti. C'est tous des débats depuis déjà des années sur le grand remplacement, la remigration, donc sur la légitimité en fait des enfants non blancs à exister sur cette terre-là. Et donc on ne peut pas, avec cette ambiance, on va dire, ce contexte, on ne peut pas se dire qu'on va travailler dans une lutte écologiste à protéger la terre. Encore une fois, on nous répète que cette terre n'est pas la nôtre. Mais moi, j'ai bon espoir que vraiment ce travail d'ancrage territorial, donc de dire à nos enfants, cette terre, c'est la vôtre. Vous ne vous en sortirez que si la terre est libérée. Cette terre ne s'en sortira que si vous vous libérez et si vous avez du pouvoir politique. Le pouvoir de dire, je ne veux pas de cette autoroute, je ne veux pas de ce quadrillage policier, je ne veux pas de ce data center, c'est-à-dire le pouvoir de dire non, grosso modo, quoi. Donc voilà, il y a bien un lien entre libération, notre libération et libération de la Terre. Ah bah c'est très bien, ça m'amène à ma peut-être une dernière question avant de passer la parole au public. Donc là, tu as commencé à parler de la notion justement d'écologie qui est au cœur de tes autres ouvrages aussi. Et puis, on discutait tout à l'heure, parce que c'est vrai que maintenant, on entend beaucoup parler d'écologie décoloniale. C'est un peu le nouveau terme qu'on voit un peu partout et qui est très bien en soi. Mais tu me disais tout à l'heure, oui, c'est un joli terme, mais en fait, ça n'existe pas. Voilà. Pour le moment, c'est une théorie comme ça. Donc, ce qui sous-entend, en fait, que toute l'écologie, à l'heure actuelle, peut être considérée comme écologie coloniale. Donc, si tu peux juste nous faire un petit résumé pour après, peut-être, il y aura peut-être des questions subsidiaires
Qu'est-ce que tu entends par toute l'écologie coloniale à l'heure actuelle? Oui, l'écologie, elle est coloniale. D'ailleurs, beaucoup des peuples du Sud, des personnes qui habitent dans le Sud, dans les pays du Sud, dans le Sud global comme on dit, ne s'y trompent pas. Quand tu leur dis écologie, c'est dans leur esprit une mascarade de l'impérialisme européen. Je te racontais que j'étais au Cameroun il y a quelques mois, et alors, bon, j'y allais pour parler d'écologie pirate. Mais alors, on n'a pas entendu l'adjectif. Hein. On a entendu écologie, et on m'a tout de suite renvoyé le fait que, non mais écologie, c'est la dernière... hypocrisie, la dernière mascarade dont sont capables les Européens pour nous empêcher d'avoir accès à nos ressources dites naturelles et pour nous empêcher d'en jouir. Donc c'est encore un nouveau tour de passe-passe pour voilà, nous mettre sous contrôle et nous empêcher d'être souverains en fait, sur nos terres et à propos de ce qu'il y a sous terre. Et voilà, bon, j'ai essayé d'argumenter en disant mais il y a un adjectif quand même, il y a pirate, donc c'est pas l'écologie telle que... Bon, et ils ont entendu, on a pu discuter sur cette notion en fait de libération et cette notion effectivement de décoloniale. Mais voilà, il y a quand même l'écologie telle qu'elle existe, d'ailleurs telle qu'elle est née. Je renvoie aux travaux de Malcolm Ferdinand et qui montre bien le lien, d'ailleurs qui est intéressant aussi entre ethnographie, anthropologie et effectivement entreprise coloniale. Il y a ce lien entre écologie et entreprise coloniale. Il montre aussi le lien avec l'entreprise capitaliste, mais l'entreprise coloniale, elle est claire. Voilà alors la personne qui a inventé le mot écologie, bon, ça peut être considéré comme accessoire, hein, mais quand même, ce n'est pas rien. C'est un suprémaciste blanc. C'est quelqu'un qui s'amusait à trier les crânes, à les mesurer, à dire voilà tel crâne pour justifier de la supériorité de la race blanche. Voilà. Ben, c'est ce monsieur-là, dont j'ai oublié le nom, mais je l'avais mis en introduction de mon livre Écologie pirate, et c'est très bien de ne pas forcément se souvenir de ce type de nom en fait. Moi je préfère me souvenir de Thomas Sankara, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, cet individu il se trouve être scientifique, hein, c'est l'écologie à l'époque où l'écologie ce n'était qu'une science. Il se trouve que cet individu, il triait des crânes. Voilà, il hiérarchisait les races, voilà, ce qui était considéré comme les races humaines. Il n'y a pas eu de rupture depuis. Il n'y a pas eu à un moment donné les écologistes qui ont dit, alors vraiment, on ne va pas jeter ce mot écologie à la poubelle, parce que quand même il est bien, et puis il draine des choses, il y a des réseaux, il y a des librairies, il y a des éditeurs, il y a un champ politique, un champ médiatique, il y a des partis politiques, etc. Donc ce serait dommage de jeter cet outil d'émancipation. Moi je considère que l'écologie c'est un outil d'émancipation. Ça serait dommage de le jeter à la poubelle, mais on va quand même faire un travail vraiment en rupture en fait, avec ces gens qui allaient accompagner l'entreprise coloniale dans les pays du Sud qu'on convoitait. Vraiment, et encore une fois pour trier. Alors on triait les plantes, mais on triait aussi les humains. Il n'y a pas eu de rupture. Bon, je pourrais développer sur la non-rupture. J'essaie d'expliquer un petit peu dans l'écologie pirate pourquoi l'écologie telle qu'elle est proposée aujourd'hui comme offre politique et même électorale aujourd'hui en Europe, pourquoi elle n'est pas à la hauteur des enjeux climatiques, elle n'est même pas à la hauteur des enjeux que constitue la montée en puissance de l'extrême droite et du suprémacisme blanc. J'essaie de dire en fait en quoi c'est pas à la hauteur. Et puis comme tout à l'heure, effectivement, je t'ai dit un petit peu en provoque, en fait, oui, l'écologie décoloniale n'existe pas, parce que l'écologie coloniale est portée par des institutions, par une histoire, par des figures, par une réalité, des dispositifs, par des financements de l'Union européenne, par des ONG. Voilà, il y a quelque chose qui existe concrètement, historiquement, dans cette écologie majoritaire. L'écologie décoloniale, c'est voilà, une petite heure de discussion ici ensemble, ce sont des horizons, voilà, et on se prête à... Voilà, voilà, on rêve presque, en fait, on a l'espoir d'eux, et puis c'est finalement un petit... c'est du poil à gratter, en fait. C'est voilà, dire, voilà, dans le champ écologiste, c'est dire, mais vraiment, voilà, posons la question de la liberté de circulation sans condition. Si vraiment vous êtes chiche, si vraiment vous voulez penser à la planète, à la biodiversité, à l'humanité, etc., tous ces termes-là qui sont envisagés dans le discours écologiste majoritaire, bon, allons-y et posons l'égal dignité humaine et donc la liberté de circulation et d'installation sans condition comme modalité de mise à l'abri, notamment entre l'Europe et l'Afrique. Bon, c'est jamais posé. Enfin, moi, à mon petit niveau, j'essaie de temps en temps, mais vraiment d'être poil à gratter. Moi, je sais que ça va cliver, je sais que je vais être taxée d'immigrationniste, je sais que ce qui va se déclencher souvent dans les esprits de ceux qui entendent liberté de circulation sans condition,
enfin circulation et donc installation, parce qu'il ne s'agit pas de passer un coup de vent, il s'agit quand même de poser de temps en temps ses valises. Donc liberté de circulation et d'installation sans condition comme droit fondamental, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas reconnu comme un droit fondamental. Je rappelle, je ne sais pas si tout le monde le sait ici, que vous êtes autorisé par le droit international à quitter une terre ravagée, mais vous n'êtes pas garanti par le droit international d'être accueilli à bon port. C'est ce qui justifie ce dispositif monstrueux, sécuritaire et militaire, qui est Frontex. Voilà, Frontex peut légalement, au nom du droit en fait, enfermer des gosses dans les centres, donc emprisonner des enfants en fait, laisser mourir des individus en mer Méditerranée en triant les légaux, les illégaux, les utiles et les inutiles. Bon, bah ça c'est au nom du droit. Il y aurait là un combat à mener, combat qui n'est pas mené. Ce combat n'est pas mené, y compris par des personnes qui se revendiquent du progressisme, de l'émancipation et de la libération. Bon, moi je le fais et je vois bien que c'est poil à gratter. C'est, voilà, de temps en temps on discute et on dit, mais alors, ça serait quoi la liberté de circuler? Oui, pardon, j'ai pas fini ma phrase. Liberté de circuler, je vois bien que, y compris dans nos espaces, entre gens de bonne compagnie, liberté de circuler, ce qui se déclenche souvent, pas toujours, mais souvent, ce sont des hordes de barbares qui déferlent sur les plages suisses. Il y a des plages en Suisse? Oui. Enfin, des paquis. Non, mais en tout cas sur les plages méditerranéennes. En Grèce, en Italie du Sud, on voit comme ça, ils vont déferler et ils vont nous voler notre pain et ils vont venir s'accaparer nos services publics. Bon, en France, il n'y a plus de services publics, mais il y a quand même ce truc de ah ouais, mais du coup, il n'y aura pas assez de sécurité sociale pour tout le monde et d'assurance chômage pour tout le monde, etc. Notre système de solidarité qu'on a construit avec tout notre cœur, etc., après la Seconde Guerre mondiale, va complètement s'effondrer. Enfin, je vois bien que c'est... Et encore, ça, c'est pas les images racistes de ces barbares qui déferlent. Hein. C'est vraiment, l'Europe ne tiendra pas s'il y a réciprocité dans la circulation sans entrave. Parce que, moi, je me permets juste de préciser là-dessus. En fait, aujourd'hui, personne n'est libre de circuler. Il y a des individus, il y a des catégories dans l'humanité qui circulent sans entrave. Oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui peuvent circuler sans entrave parce qu'elles ont un passeport, parce qu'elles ont les moyens, parce que ce sont notamment des hommes. Les femmes et les hommes ne circulent pas de la même manière dans l'espace public, pas aux mêmes heures, pas habillés de la même manière, etc. Donc, il y a effectivement des personnes qui bénéficient d'un privilège racial, privilège colonial, notamment pour ce qui concerne cet enjeu de liberté de circulation. Donc il n'y a pas de liberté de circuler. On n'est pas libre si les autres ne le sont pas. Il y a donc circulation sans entrave pour certains, circulation avec conditions pour d'autres. Parce que, et ça c'est l'autre point, les personnes qui ne sont pas libres de circuler depuis l'Afrique vers l'Europe ne sont pas des personnes qui ne circulent pas. Ce sont des personnes qui circulent, alors que ce soit au sein même du continent, mais même en Europe, il n'y a personne qui circule plus que ce qu'on appelle les saisonniers agricoles. Personne. Je veux dire, ils passent leur temps. En plus, alors l'Europe se débrouille aussi administrativement, juridiquement, légalement, pour faire des papiers alors, de 4 mois, de 6 mois, selon les besoins du capital. Voilà. Toi, tu peux venir, tu travailles 4 mois dans les champs, en Espagne, en Italie, dans le sud de la France, etc. Tu peux venir, mais alors quand on n'a plus besoin de toi, quand le capital n'a plus besoin de toi, allez, tu repars. Et ensuite, tu reviendras à la saison d'après. Donc voilà, c'est ce terme horrible de saisonnier. Donc ce sont bien des gens qui circulent. Donc la question n'est pas la circulation. La question est de savoir s'ils circulent librement ou s'ils circulent donc selon les conditions et notamment du patronat, du capital. Voilà. Et donc, pour moi, la question devrait se poser. Puisque nous sommes dans le camp de l'émancipation, dans le camp progressiste, il n'y a pas de raison qu'on puisse circuler dans un sens. Vous, ici, si vous avez envie d'aller admirer, on parlait de contemplation tout à l'heure, admirer le soleil se coucher à Essaouira ou à Dakar, voilà, on ne va pas vous demander d'être utile pour le capital à Essaouira ou à Dakar, pour le bâtiment ou la restauration, ou que sais-je, toutes les conditions qui sont posées ici en Europe. Bon, par contre, le gars d'Essaouira et de Dakar, ou la personne d'Essaouira et de Dakar, elle, on lui demande d'être utile. Elle, on lui dit, voilà, il faut justifier de tes revenus, il faut justifier des revenus des personnes qui vont t'accueillir ici, il faut justifier de la taille de l'espace, du logement, etc., etc. Donc c'est bien qu'il y a inégalité, en fait, dans cette circulation. C'est ça qu'il s'agirait de poser. Voilà un beau combat, en plus, qui est concret. Hein. Il n'y a pas plus concret qu'un combat en termes de droit. Voilà aussi des horizons positifs. C'est une écologie qui ouvre. Voilà. Il s'agit d'acquérir de nouveaux droits fondamentaux et puis d'en appeler réellement à notre égale dignité humaine. C'est-à-dire de faire le lien entre les discours, alors on va sauver la planète, les Européens adorent faire ça,
on va sauver le monde, la planète, l'humanité, etc. Tout va se jouer ici. Et ensuite, quand on parle du projet écologiste, le projet politique, là, c'est franchouillard, quoi, pour la France, mais c'est surtout européano-centré, occidentalo-centré. Oui, il s'agit de faire ceci, ceci et cela, sans envisager, en fait, effectivement, comme projet politique, un projet internationaliste. Voilà, donc, voilà, pour moi, si on doit être conséquent, il faut poser la question de la liberté de circuler. Mais pour l'instant, donc je le redis, c'est un débat qui est complètement marginal, qui est mis sous le tapis, qui embête tout le monde. Et donc, oui, à mon sens, il n'y a pas d'écologie décoloniale. Il y a un débat qui s'ouvre, auquel participent un certain nombre de personnes d'ailleurs, très peu d'organisations politiques. Mais bon, j'ai bon espoir que ça, que la lutte continue. Sans nul doute. Je vais peut-être voir s'il y a des questions ou des gens qui veulent ajouter quelque chose ou poser une question dans le public. Voilà, n'hésitez pas à lever la main. On va vous passer le micro. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour la qualité de cette rencontre, de cette discussion, du développement de cette pensée. Donc à Fatima, au MEG aussi au festival. Je voulais peut-être un petit peu revenir sur ce qui a été dit, notamment sur le dernier ouvrage que je n'ai pas encore lu, mais que je me réjouis vraiment de découvrir. J'avais peut-être une première question, c'était sur la question de la forme, parce que c'est assez nouveau aussi ce format venant de ta part, Fatima. Donc je voulais savoir pourquoi est-ce que dans justement ton dernier ouvrage, tu as décidé d'être plus dans un récit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, même politiquement? Est-ce que c'est une décision que tu pourrais un peu nous expliquer? J'ai trouvé très très intéressant ce que tu as pu nous partager. Alors moi je suis moi-même aussi issue d'immigration algérienne, mes parents sont algériens. Et c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant d'avoir des récits qui banalisent aussi nos existences. Donc, je suis de Genève, mais sans nous rendre ni des victimes, ni des héroïnes, mais juste aussi raconter un récit et peut-être un petit peu nous permettre de nous sentir représentés. Et je trouvais justement intéressant de te poser la question suivante. Tu as parlé du film La Dernière Reine, que j'ai beaucoup aimé également. Mais c'est vrai qu'il y avait peut-être un aspect qui m'avait un petit peu dérangée, c'était la question de la représentation des hommes dans le cadre de ce film. Et du coup, c'est ma question par rapport à ton livre. Est-ce que tu as prêté du coup une attention particulière parce que c'est vrai que la représentation des hommes arabes, des hommes issus de l'immigration postcoloniale, elle est terrible. Alors, elle est soit fantasmée, soit barbarisée, soit déshumanisée, comme dans les médias, ce qu'on peut voir aujourd'hui avec la question palestinienne, des hommes palestiniens qui n'existent pas et dont la mort ne compte pas. Et c'est vrai que je me suis demandé aussi, est-ce que tu as pu prêter une attention à cette question de la représentation? Parce que c'est vrai que dans La Dernière Reine, j'avais trouvé ça super de vraiment pouvoir voir des femmes arabes qui sortaient d'un rôle lascif, orientaliste, ou sexualisé à outrance, mais voilà, leur donner un peu d'agentivité et cette résistance qui nous a aussi été transmise, parce qu'on a pu avoir des transmissions, traumatiques avec les questions de crimes coloniaux. Mais on a aussi eu beaucoup de dignité qui nous a été transmise et énormément en fait de fierté. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu interrogée en t'écoutant et je te remercie en tout cas de ta présence à Genève. Merci. Tu veux que je réponde? Oui, alors merci de parler de la question palestinienne. Je le prends comme ça, j'attrape ça déjà. Non, mais vraiment pour dire, mais quelle écologie à l'heure d'un génocide sous nos yeux? Vraiment, ça c'est. D'ailleurs, quelle écologie, mais quel féminisme aussi. Quelle gauche, quel antiracisme, quel projet politique à l'heure d'un génocide sous nos yeux, en fait. Moi, je ne vois pas comment on peut passer, et merci de le dire, parce que moi-même, j'ai passé du temps, on a passé du temps à ne pas parler de la Palestine. On aurait dû commencer par la Palestine. Bien, il faut commencer par la Palestine. Tout à l'heure, quand tu disais l'écologie décoloniale, est-ce que ça existe ou pas? Tout à l'heure, je t'ai répondu un petit peu en te disant, alors il y a quelques années, on parlait beaucoup de décolonial, et en particulier d'écologie décoloniale, y compris pour des organisations qui étaient tout sauf décoloniales. Mais ça faisait bien. Voilà, il y a eu une période où c'était l'intersectionnalité, donc on était intersectionnel, il y a eu une période où c'était populaire, l'écologie populaire, et à un moment donné, c'était écologie décoloniale. Et alors, c'était encore une fois pas du tout décolonial, il n'y avait rien concrètement de décolonial en fait, il n'y avait aucun projet politique concret, rien. Mais voilà, c'était une manière de dire, voilà, nous sommes pour tout le monde, le vivre ensemble, c'était vraiment ce niveau-là assez nul, quoi, zéro. Mais alors, question palestinienne. Et là, c'est ce que je disais.
on n'entend plus décolonial. Parce que là, tout à coup, le décolonial prend du sens. Et c'est ce que répète Angela Davis. Hein. La question palestinienne, c'est une boussole. Ça dévoile, en fait. C'est pour savoir, voilà, qui dit quoi et quelle est la véracité, la réalité, en fait, de ce qui a avancé. Et donc, moi, je remarque que depuis un an, bon, le seul petit avantage, c'est en fait que, voilà, écologie populaire, écologie décoloniale, on est relativement tranquille maintenant. Je pense que c'est aussi parce que, alors on a dit écologie décoloniale, ça veut dire la Palestine. Moi, il y a un chapitre dans mon livre pour une écologie pirate qui est consacré à Algérie. J'ai mis Plogoff, qui est une lutte qui a été menée en France, en Bretagne, contre l'installation d'une centrale nucléaire, et j'ai mis Palestine. Et c'était une manière de faire venir voilà, ce truc qui existe déjà dans nos rangs, dans nos milieux, dans nos quartiers. L'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra. C'est une manière de dire, voilà, ça entre en écologie. C'est la question de la terre, la libération de la terre, parce qu'elle a été spoliée, etc. Donc la Palestine est au cœur du sujet. Malcolm Ferdinand, j'en parlais tout à l'heure, parle de chlordécone. D'autres parlent de mettre du contenu en fait à cette écologie populaire, décoloniale. Avec le comité Adama, on a beaucoup parlé des violences policières. Quand on dit on veut respirer, c'est contre la pollution atmosphérique, c'est vrai, mais c'est aussi contre le plaquage ventral qu'usent les policiers, les gendarmes quand ils s'assoient sur Adama Traoré. Et donc c'est voilà, comment on fait venir nos questions qui sont traditionnelles, j'allais dire, qui sont des luttes en fait, notre héritage, comment on l'amène dans le patrimoine écologiste. Et le fait d'amener ça dans ce patrimoine écologiste en disant c'est ça l'écologie décoloniale, ça a été une forme de va des rétro satanas quoi. Voilà, si vous voulez vraiment parler d'écologie décoloniale, attention, ça va chauffer. C'est encore une fois lutte contre les violences policières, antiracisme, la Palestine, voilà, la liberté de circulation sans condition, donc tout ce qui fait mal. Et donc oui, je pense que ça fait le ménage pour le moins. On se revendique beaucoup moins voilà. Mais c'est une question qui, pour moi, est voilà, totalement centrale. Quelle écologie à l'heure d'un génocide qui se déroule sous nos yeux, et je finis la phrase, avec la complicité et le soutien actif de l'Europe. Voilà, le soutien actif. Il y a un génocide et l'Europe et la Suisse et la France et l'Angleterre, l'Union européenne, bon évidemment je ne parle même pas des États-Unis, soutiennent activement le génocide. Donc ça c'est... Donc merci de le rappeler. Alors tu disais effectivement l'homme palestinien, c'est tellement vrai ce que tu dis sur alors soit la barbarisation de l'homme palestinien ou son invisibilisation, que j'ai participé il y a quelques semaines à un festival, alors plus radical tu meurs. Vraiment festival anarchiste, libertaire, communiste, écologiste. Je peux le citer, hein, ce festival, ce sont des camarades, c'est Notave, donc festival qui a lieu côté italien, contre la ligne de TGV Lyon-Turin, qui est un festival et qui est une lutte qui est vraiment importante en Italie. C'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'est une lutte qui a plus de 30 ans, etc. Bon. Et il y a des drapeaux palestiniens partout. Et vraiment, à la différence de la France, la question palestinienne et la lutte, le soutien à la résistance palestinienne est beaucoup plus important de ce côté de la frontière que de l'autre côté français. Mais effectivement, je circule un petit peu sur les stands et sur ce qui est présenté, et on retrouve toujours la même iconographie, la même esthétique, des personnes palestiniennes avec le drapeau, etc., qui ont des armes. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est très radical, voilà, on soutient la résistance. Et même on soutient la résistance armée palestinienne, ce qui est très très rare, c'est vraiment ce qui est très très marginal dans le champ politique. Mais alors qui sont ces personnes qui tiennent des armes? Des femmes, exclusivement des femmes. Il n'y a pas un homme. Ce qui est objectivement pas réaliste. Je veux dire, on ne peut pas dire qui est des femmes parmi les guerrières, nous on peut nous-mêmes aujourd'hui, même ici en fait, au sein de ce musée, témoigner de femmes qui ont pris le pouvoir, qui se sont battues avec... par exemple, alors tu parlais de l'Algérie, voilà, on peut citer les Jamila Bouhired, les Jamila Boupacha, etc. On peut citer ces femmes qui ont, des moudjahidettes comme on dit, qui ont fait partie du mouvement de libération nationale. Mais quand même, je veux dire, voilà, ceux qui portent les armes, ceux qui sont des hommes. Mais là, c'est comme une manière, en fait, alors qu'encore une fois, il y a un soutien radical aux Palestiniens, au peuple palestinien, c'est une manière de rassurer, en fait. Une femme, ça passera toujours mieux qu'un homme. Voilà.
cet homme-là, si on le met sur l'affiche, sur le tract, ça fait terroriste, voilà, avec sa barbe là et ses moustaches. Voilà. Et alors qu'une femme, bon, c'est beaucoup avec ses cheveux longs, et même des femmes qui portent un foulard parfois, donc voilà, c'est même pas islamophobe, hein, c'est bon, bah voilà, c'est beaucoup plus beau, c'est svelte, tout ça, donc même là, en fait, l'homme arabe, on veut pas le voir, quoi. Voilà, pour finir là-dessus, vraiment, j'insiste sur le fait que quand on donne les chiffres du nombre de victimes à Gaza, donc des chiffres qui sont effroyables, oui, il faut donner le chiffre des enfants morts. C'est important parce que les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont des droits spécifiques. C'est important parce que les enfants non blancs, arabes, musulmans, racisés, sont désenfantisés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme des enfants. On les considère là comme ailleurs, mais encore plus là, en Palestine, comme une menace démographique. Ce qu'on voit, ce n'est pas un enfant, c'est en fait une menace démographique pour n'importe quel colon, en fait. L'enfant colonisé, c'est une menace démographique. Voilà, surtout quand il s'agit de colonisation de peuplement comme en Palestine. Mais, donc c'est important de donner les chiffres des morts des enfants, mais pas des femmes. Vraiment, moi, quand je vois en fait, les chiffres donnés, alors il y a tant d'enfants et tant de femmes, sous-entendu, comment on justifie en fait de donner le nombre de morts des femmes et pas des hommes? En fait, les hommes, ils n'ont pas de droit spécifique par rapport aux femmes. Donc, mais c'est comme sous-entendre en fait que les femmes sont plus innocentes en fait et qu'elles méritent moins de mourir que les hommes. Voilà. Et ça, c'est vraiment, il y a quelque chose là, une logique raciste, enfin oui raciste en tout cas vis-à-vis des hommes palestiniens, des hommes arabes, qui est flagrante, quoi. Voilà. Donc je ferme cette c'est pas une parenthèse, c'est central comme j'ai dit, mais pour revenir alors sur pourquoi un récit, en réalité c'est arrivé, je le fais en cours, hein, mais en fait c'est pas un choix en fait avec une réflexion où voilà, j'avais le choix entre un essai politique ou un récit ou un conte ou un roman. Non, en fait, c'est Rue du Passage, ça vient d'un hommage, un petit texte que je fais en 2020 lorsque j'apprends que le passeur de cassettes dont il s'agit dans le livre, alors le passeur de cassettes, c'est déjà le nom, en fait, le métier, je l'ai inventé parce que ça n'existe pas, en fait. Enfin, le travail existe, mais la qualification du travail n'existe pas. Il se trouve qu'en 2020, voilà, pardon, je fais un petit peu plus long, mais mon père m'appelle pour me dire qu'il y a un vieil homme alors il y a un malentendu en plus parce que je pense que c'est celui que je connaissais quand j'étais petite, je t'ai dit ça non? Parce qu'il me dit, le vieil homme, tu te souviens, celui donc qui passait les cassettes, et en fait, bon, si vieil homme il y avait quand j'étais petite, c'est-à-dire dans les années 80, s'il meurt en 2020, c'est qu'il est mort à 164 ans en fait, c'est pas possible. Mais bon, ça m'arrive souvent, je sais pas si ça vous arrive, mais de ne pas me rendre compte de mon âge en fait, tu vieillis. Et donc en fait voilà, fais tes calculs mais c'est pas possible. Mais voilà, il y a eu ce malentendu, donc je pensais que c'était le vieil homme dont il me parlait, et puis bon c'est un autre, mais reste que ce vieil immigré, voilà, il fait partie des Shibani, qui veut dire voilà, ouais, vieux en fait en arabe, dont me parlait mon père en fait, est mort, et c'est ce que mon père... C'est les propos de mon père. Il est mort dans l'indifférence de la société française, mais aussi dans l'indifférence de la communauté. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en fait, il est mort dans un foyer Sonacotra, qui est un foyer de travailleurs en France, où, en fait, on a beaucoup de ces Shibani qui étaient, alors là, pour le coup, tout à l'heure, tu disais ni d'ici, ni de là-bas. Alors, eux, vraiment, au sens littéral. C'est-à-dire que souvent, ils ont laissé leur famille, parce que souvent, ils sont mariés, ils ont des enfants, mais ils ont laissé la famille de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis, il s'est passé quelque chose, un accident du travail. Il s'est passé qu'ils n'ont pas fait venir la famille et ils sont restés dans les foyers de travailleurs tout le temps où ils travaillaient. Et ensuite, au moment de la retraite, ils n'ont pas réussi à quitter. Il y a aussi tous les dispositifs juridiques, administratifs aussi qui fixent vous le savez, hein, les retraités immigrés ici, enfin ici en France en tout cas, je ne sais pas en Suisse, mais en France, il faut justifier de tant de mois pour pouvoir toucher sa retraite, etc. Donc il y a aussi ce truc-là qui fait qu'ils sont restés ici. Et aussi, alors à un moment donné, le passeur de cassette dit, quand la petite fille Salima lui demande, mais alors, elle le taquine un peu, lui dit, est-ce que tu préfères ici ou là-bas? Et lui, il dit, moi j'aime bien quand je suis entre les deux, notamment dans le bateau ou dans l'avion, je me sens libre. Et c'est le seul endroit, effectivement, c'est ce qu'ils racontent tous, en fait, c'est le seul endroit où ils se sentent bien, en fait, c'est ni ici ni là-bas. Et ça, je trouve ça, bon, c'est très triste. Voilà.
Voilà, des gens comme ça qui sont vraiment désancrés, quoi, qui errent. Et alors il me dit, donc il est mort dans l'indifférence générale, et donc je lui ai dit, bon, je vais écrire un petit texte, comme pour nous rattraper en fait, une forme de petite réparation. Voilà, et donc c'est un texte hommage, et alors en écrivant le texte, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas de métier, que son métier n'était pas qualifié. Et donc je me suis rendu compte que, ah voilà, la nouvelle petite arnaque que je découvre, c'est que les nôtres, lorsqu'ils ne sont pas utiles pour le capital, donc pour l'usine en fait, le patron, ou pour la nation, quand on ne les honore pas comme, voilà, ils sont venus pour reconstruire la France, ou ils sont venus pour libérer la France et l'Europe, en fait, le travail, quand il est utile pour la communauté, ou pour soi-même, il n'a pas de nom. Et donc je fais ce texte-là, et je finis le petit texte en disant, voilà, vraiment, il faut raconter l'histoire du passeur de cassettes. Pardon, j'ai toujours pas dit ce que fait le passeur de cassette. Donc, c'est quelqu'un qui, dans les années 80, donc vous voyez la cassette audio, enfin pour les plus jeunes, je sais même pas, parce que mes enfants ne savaient pas ce que c'était une cassette audio, où on écoute, donc je reprends Cyndi Lauper, et où en fait, le génie des immigrés, c'est d'avoir détourné l'usage de cette cassette pour, à un moment donc, où on ferme les frontières, on commence vraiment à fermer les frontières. Alors, il y a eu regroupement familial justement pour fermer les frontières, donc à un moment où vraiment l'exil devient vraiment traumatique, c'est vraiment les années 70, fin des années 70 et années 80. Avant ça, ça circulait. Voilà, c'est pas une fatalité, hein, les frontières. Ça circulait très facilement en fait, entre l'Europe et l'Afrique. Là, vraiment, il y a quelque chose qui se met en place qui fait qu'on a besoin de communiquer, on a besoin de parler à sa communauté et à son village, à son pays d'origine. Bon, c'est difficile, hein, il n'y a pas le téléphone à l'époque. Très peu d'immigrés savent écrire, etc., etc. Et donc, voilà, on détourne la cassette et donc on s'enregistre. Voilà, salam alaikum salam, ça va, comment ça. Puis on donne des nouvelles, on parle beaucoup de météo. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est la météo. Voilà, grosso modo, ici, il pleut trop. Là-bas, il pleut pas assez. Et tu retrouves ça tout le temps, cassette après cassette. Et donc, voilà, quelque chose de tellement essentiel, en fait, un travail tellement essentiel. C'est pour ça que je dis, c'est cette communauté qui nous a permis de survivre et de nous émanciper. C'est le lien avec les voix du grand-père, de la sœur, de l'enfant, des liens avec voilà, la terre, quoi, la terre d'origine. Et donc j'écris ça et je dis, voilà, il faut raconter cette histoire à nos enfants d'immigrés, mais pas que. Voilà, tous les enfants, en fait, qui sachent, qui puissent avoir accès à ce génie, en fait, de la débrouillardise, en fait, de comment on peut détourner quelque chose pour des choses aussi essentielles que la transmission, le lien, le lien communautaire, quoi. Et donc j'ai fait le texte, et donc il a été publié. Et là, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui avaient vécu ces années-là, c'est les années 80 dans les quartiers populaires, mais qui ne se souvenaient pas, en fait, du passeur de cassette, évidemment, puisqu'il n'a pas été qualifié. Donc, d'où l'intérêt de qualifier les choses, de faire un travail littéraire, en fait, pour aller nommer les choses. Parce que tu nommes pas, les gens ne s'en souviennent même pas. Alors que tu l'écris, tu dis, mais oui, c'est vrai qu'il y avait moi, dans mon quartier aussi un vieil homme qui passait la Méditerranée avec des cassettes, des bonbons, etc., etc. Et ensuite, voilà, ça fait son petit chemin où je dis, mais il y a le passeur de cassettes, mais il y a effectivement la femme fatale du quartier. Voilà. Et elle, c'était dans mon quartier, mais c'est dans tous les quartiers. Il y avait une femme arabe, magnifique, rouge à lèvres, cigarette, et qui faisait des caftans qui seraient de l'ordre du luxe aujourd'hui, qui seraient inaccessibles pour nous. C'est-à-dire c'est des caftans faits main, c'est Dolce Gabbana, quoi. C'est vraiment sur mesure. Et à l'époque, en fait, c'était un quartier. Tu pouvais avoir un caftan où la personne, la couturière, mais du coup, c'est pas juste une couturière, c'est la haute couture, quoi. Vraiment, cette personne, c'était un orgueil pour elle de dire qu'elle n'utilisait pas la machine à coudre, que elle, tout était fait main. Voilà. Bon, ben voilà, c'est un luxe qui a été formidable en fait pour nous à l'époque. Voilà, il y a l'histoire de cette cafetanière, mais il y a aussi la doseuse d'épices. Et je le disais tout à l'heure, la doseuse d'épices, donc elle est antipathique, elle est insupportable. Mais alors elle, c'est intéressant, c'est la nourriture. C'est en fait l'importance de la nourriture quand on est en exil, en fait. Retrouver les épices. Ça peut expliquer aussi pourquoi les Noirs et les Arabes, en France en tout cas, on trouve la cuisine, pas de chez nous, fade. C'est-à-dire la cuisine française, pour moi, mais trop fade. Tout est trop fade, en fait. Ça manque de cumin, ça manque de gingembre. Il faut des épices. Parce que voilà, les épices, c'était ce qui nous permettait en fait, de nous souvenir, d'avoir ce contact, encore une fois, avec la terre de nos ancêtres, quoi. Et alors la doseuse d'épices, ce qui est intéressant, c'est que dans le récit de l'immigration majoritaire dont je parlais tout à l'heure, pour commencer, la doseuse d'épices, c'est une victime.
Voilà, c'est une immigrée, elle subit sûrement du racisme, etc. Elle travaille au noir, comme on dit, etc. Mais alors, puisque là, le point de vue, il est depuis la communauté, la doseuse d'épices, c'est une diva, c'est une star. On se bat pour la voir à l'occasion des mariages ou des baptêmes, etc. Et elle a une réputation européenne. On la connaît en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, etc. Et puis elle va de mariage en mariage. Et alors elle, attention, elle n'épluche pas les oignons. Non, non, elle vient que pour doser les épices. Et elle ne veut pas partager son dosage parce que voilà, c'est son travail. Et que partager les recettes, d'ailleurs le mot recette c'est le mot qu'elle déteste le plus, partager son travail en fait c'est mettre fin à sa carrière quoi. Et donc voilà, il y a la dose d'épices c'est aussi pour dire voilà, on a aussi nos divas en fait. Et voilà, il y a une histoire de Père Noël, il y a les OS en fait qui ont permis, alors je finis par eux parce que je veux répondre à ta question, voilà donc les ouvriers spécialisés, OS. Et en fait on disait à l'époque ouvriers spécialisés dès l'école, parce que l'école a une grande place dans le livre, dès l'école pour distinguer des ouvriers qualifiés. Grosso modo, les ouvriers qualifiés sont les blancs et les ouvriers spécialisés, c'est les immigrés. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle on a distingué. Hein, parce que moi, je me souviens bien, c'est parmi les souvenirs d'enfance que je peux avoir à l'école, où tu te demandes, mais pourquoi il y a OQ et OS en fait? Un ouvrier, c'est un ouvrier. La condition ouvrière, c'est la condition ouvrière. Mais non, à l'école française, on tenait à dire, à signifier donc à ces enfants-là, les enfants d'immigrés, que leur père était ouvrier, mais pas comme les autres. C'était un ouvrier spécialisé, c'est-à-dire Charlie Chaplin, quoi. Les temps modernes, c'est pas quelqu'un qui avait un savoir, des compétences, etc. C'est quelqu'un qui effectuait un travail bête et méchant. Bon. Et en fait, voilà, dans le livre, bon, je dis un peu de choses, mais c'est pas grave. En fait, il y a pas c'est pas une intrigue de fou. Hein. L'ange gardien, vous allez voir, vous n'allez pas être trop surpris à la fin. Si vous lisez le livre, les ouvriers spécialisés sont aussi les OS, les oiseaux scintillants. Parce qu'en fait, dans le quartier moi, où j'ai grandi, beaucoup des ouvriers qui étaient là, c'était essentiellement des ouvriers nord-africains, et ils travaillaient de nuit, à l'usine où il y avait des milliers de personnes. Hein. C'est à l'île Sud, et c'était une usine comme ça où il y avait des milliers d'ouvriers. C'est l'époque où il y avait encore des milliers d'ouvriers dans les usines comme ça en ville. Et ces ouvriers-là, donc nord-africains, étaient, bon, bah, vous le savez, ghettoisés. On les mettait ensemble parce qu'ils parlaient la même langue. On se disait, bon, voilà, tout ça va vivre voilà, en communauté, en fait. Et donc, ils travaillaient de nuit et ils avaient ils y allaient en vélo à l'usine. Ils avaient donc un petit phare sur le vélo et puis ils avaient comme ça un petit phare ici qu'ils mettaient sur le front. Et en fait, ils scintillaient dans la nuit. Bon. Et ce que je raconte, c'est que ces ouvriers spécialisés, alors c'était pas leur terre. Dans les années 80, c'était encore le moment où ces familles pensent retourner au pays, encore un petit peu. Bon, on y croit moins, mais quand même, on se dit qu'un jour, on va retourner. Et pourtant, il y a dans ces quartiers ces hommes, en fait, qui ont travaillé à ce que leurs enfants puissent avoir un espace où jouer. Et ça, je peux en témoigner. C'est un peu une histoire un peu plus fantastique dans le livre, mais d'une île aux enfants, en fait, où on se dit, alors les hommes qui travaillent de nuit ne supportent pas que les enfants jouent en bas d'immeubles. Et donc, bah, c'est vrai, ils balançaient de l'eau froide, super froide, pour que les enfants aillent jouer ailleurs. Mais il y avait un conflit avec les mères au poignet qui voulaient avoir les enfants sous les yeux, en fait. Et donc, pourquoi au poignet? Parce que, je ne sais pas si ça va parler à des personnes ici, mais en fait, pour menacer les enfants, en fait, ce que les mères faisaient à l'époque, c'est qu'elles se mordaient le poignet et elles le montraient aux enfants pour dire, mais tu vas voir, ma patience a des limites. Et donc vraiment, tu vas voir ce que c'est de me rajouter du tourment après tout ce que tu m'as fait subir, 9 mois de grossesse, 2 ans d'allaitement, et maintenant ça. Et donc il y avait, voilà, je mords et je montre. Et donc il y avait voilà, les pères et les mères en fait qui n'avaient pas le même intérêt. Les pères voulaient que les enfants soient le plus loin possible, les mères voulaient que les enfants soient le plus près possible. Solution va être trouvée, voilà, une île aux enfants au milieu où les mères elles peuvent surveiller, mais en même temps ils sont suffisamment éloignés pour que les pères puissent dormir en journée en fait. Voilà une solution politique où tu parlais d'agentivité, où en fait voilà, il s'agit de personnes qu'on a tenté de déposséder en fait d'un pouvoir politique, le pouvoir d'organiser l'environnement, et mais qui en fait en réalité ont pu organiser l'environnement. Il y a même une histoire de rue, comment on appelle la rue, comment on appelle ce lieu, voilà. Et la municipalité veut l'appeler Lyautey. Vous connaissez tous, bon, le maréchal Lyautey, c'est une rue sur 2 au Maroc. C'est bon, le colon suprême, voilà, maréchal Lyautey. Là où en fait le quartier, les gens qui vivent dans le quartier n'appellent pas cet endroit la rue Lyautey, ils l'appellent l'île aux enfants avec leur propre qualificatif. Et donc voilà, c'est comme ça en fait que je suis arrivée au récit. C'est parce qu'il y a eu ce premier hommage
depuis l'enfant que j'étais. Et avec mes yeux d'enfant, encore une fois, moi je ne voyais pas le racisme, évidemment. Personne ne voit le racisme quand même les enfants non blancs, ils voient juste des histoires en fait, des aventures, encore une fois, des violences. Hein. Le lieu de la famille, de la communauté, c'est aussi un lieu de violence et d'humiliation. Mais voilà, du point de vue de l'enfant. Et donc voilà, je me suis dit, bon, je vais faire une histoire comme ça. Et puis je finis, parce que j'étais super longue, je pense que je participe à un mouvement plus général, en France en tout cas. Alors autour de l'arabité, ça c'est certain. Voilà, l'arabité, c'est quoi être arabe en fait? Voilà. Moi jusqu'à peu, en fait, pour moi être arabe, c'est franchement, c'est être anticolonialiste. Sinon moi je suis pas arabe. Hein. Moi, j'appartiens au peuple qu'on appelle Amazigh. Ma langue maternelle, c'est la langue tamazight. Je suis pas arabe. Il n'y a pas de raison que je me définisse comme arabe. Mon identité arabe, c'est une identité politique. J'en suis même à me dire aujourd'hui, en fait, être arabe aujourd'hui, c'est être soutien du peuple palestinien. C'est ça, être arabe. Si tu ne soutiens pas le peuple palestinien, tu n'es pas arabe. Laisse l'arabité à d'autres, à ceux qui soutiennent le peuple palestinien, au juste. Mais donc il y a une réflexion, je pense, autour de l'arabité en France et de comment elle se manifeste culturellement, artistiquement, etc. Il y a un mouvement comme ça. Et je pense aussi, voilà, je finis par cette référence-là, je pense au film de Jordan Peele qui a fait, vous connaissez ce film Get Out, mais qui en a fait un juste après qui s'appelle Us. Us dans les deux sens du terme, donc Us, nous, et Us, les USA. Et où en fait c'est intéressant ce film parce que c'est un film fantastique, donc Jordan Peele vraiment se fait plaisir sur le genre qu'il aime. Il y a des zombies, c'est un peu thriller, Michael Jackson, les années 80, voilà, période que j'aime aussi artistiquement. Et où en fait, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de... Mais dans la démarche, ce qu'a fait Jordan Peele, c'est que vraiment c'est une démarche que je qualifie moi de décoloniale, c'est qu'il a décentré. Voilà. Au centre de l'histoire, une famille noire, une autre famille noire. Et voilà, pour les personnes qui n'ont pas vu le film, j'en dis pas plus, mais il y a comme ça un jeu entre noirs, en fait. Et alors, ce qui est vraiment magistral dans le film, c'est qu'il y a des personnages blancs, mais alors il les a, pardon, je me permets de spoiler un tout petit peu, mais c'est pas ça l'intrigue, hein, c'est qu'il les a éliminés tout de suite, et de manière bête. Mais comme on élimine tout de suite et de manière bête les personnages noirs pendant longtemps dans les films américains. Il a dit, voilà, ok, je vais vous mettre là, mais bon, je vais vite me débarrasser de vous et ça ne va pas être un sujet. Voilà. Ça ne va pas être idéologique, je ne vais pas le revendiquer, je ne vais pas dire voilà, vous avez vu comment j'ai fait aux blancs là, comment je les ai tout de suite dégagés. Non, voilà, il se fait plaisir et voilà, et donc ça renvoie à la dernière reine. Et j'ai pas répondu pour la dernière reine, oui, c'est vrai, pour les hommes. Moi, franchement, la dernière reine, je l'ai vue comme un horizon en fait, quelque chose qui s'ouvre. Voilà un film qui est financé voilà, depuis le Sud. Et ça, je pense que vraiment, les réseaux de financement et de diffusion, c'est central en fait dans le cinéma. Et de comment ouvrir le cinéma, ça passe par l'argent en fait. Encore une fois, la production, la diffusion, la distribution, etc. Des choses qu'on pose rarement. Et il ne faut pas s'étonner d'avoir des films, mais catastrophiques, avec pourtant des personnages non blancs. Et des histoires où, des personnages non blancs, oui, ont leurs histoires, etc. Il ne faut pas s'étonner que malgré la diversité du film, en fait, le propos politique du film soit catastrophique. Parce que, voilà, il y a des producteurs derrière, Donc là, le fait que ce soit une production, des financements, etc., depuis les Suds, déjà, je trouve que ça ouvre quelque chose. Je crois que c'est le premier pour l'Algérie. Et puis je suis sûre que ça donne envie. Alors le Maroc, ça c'est sûr, vu la concurrence, c'est sûr que demain matin, il y a 30 films qui vont arriver sur le marché, mais d'autres pays. Et puis, oui, en comparaison avec la manière dont on traite les personnes non blanches, alors femmes ou hommes, mais les personnes non blanches jusqu'à aujourd'hui dans le cinéma français, c'est juste incroyable en fait. Il y a un tel décalage. Parce que là, pour le coup, oui, ça se passe avant la colonisation. Et c'est comme pour dire, mais on a une histoire. Hein. Notre histoire, elle ne se réduit pas à être avec vous, avec ou contre. Voilà. Y compris donc dans un propos anticolonial, par exemple, qu'on peut trouver aujourd'hui. Le film indigène, le film... Non, on a existé sans vous, vous n'étiez pas là, vous n'étiez même pas là dans le champ de vision, en fait. Et ça, je trouve que vraiment, ouais, politiquement, mais du coup, dans sa traduction artistique, ça donne quelque chose d'incroyable. Moi, j'aime bien aussi les séries du Ramadan. Les séries égyptiennes, syriennes et tout du Ramadan avec les grosses barbes, les caftans et tout, j'adore. Donc vraiment, dans le genre en fait, c'est quelque chose dont je suis très très demandeuse, donc j'ai retrouvé ça aussi.
je me souviens pas avoir hurlé devant le traitement des hommes dans le film. Bon, il y avait notamment une scène avec l'amour galant entre les deux personnages centraux. Je trouve que, bon, je spoil un tout petit peu, mais l'histoire se finit pas bien en fait. Et ça, je trouvais ça super en fait, que ça se finisse pas bien. Voilà, il n'y a pas de happy end, ils vécurent heureux pour beaucoup d'enfants. Bon, ça, je trouvais que c'était quand même intéressant. Et puis, il se trouve que c'est une réalisatrice aussi. C'est un couple, mais en fait, c'est aussi une réalisatrice. Et ça, je pense que c'est important. Bon, voilà. J'ai beaucoup aimé le film. Oui, je crois on dépasse. Je ne sais pas quelle est la flexibilité de l'horaire, mais on peut prendre une dernière question. Merci. Alors, c'est pas une question. Je vais profiter qu'il y ait une militante au musée une fois, c'est cool. Et pour refaire, je reviens un petit peu en arrière peut-être parce qu'on a beaucoup parlé de la France, et pour revenir un petit peu à la Suisse et à ce qui se passe aussi en termes d'écologie. En fait, ici, il y a aussi des centres d'enfermement, des personnes qui n'ont pas les bons papiers. Pardon, il faudrait peut-être que je précise, je suis née à Genève, mais je n'ai pas eu de papier du tout. J'ai été apatride jusqu'à l'âge de 17 ans. Moi, je me rappelle du racisme en tant qu'enfant. Bref, on n'a pas tous les mêmes expériences. Ouais, c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler ici. C'est très occulté. Mais en fait, il y a aussi des meurtres par la police d'hommes racisés, principalement noirs. Et c'est quelque chose qui est assez peu visible ici aussi. Pas seulement dans le cinéma, mais dans les journaux, un peu partout. Bientôt, c'est des pistes de réflexion pour penser à tout ça aussi au niveau global. Il y a la construction d'un centre d'enfermement aussi pour personnes qui n'ont pas les bons papiers qui est en train de se faire vers l'aéroport. Donc comme ça, c'est encore plus pratique, soyons un peu cyniques. C'est des luttes qu'on peut faire aussi ici en fait. C'est aussi des liens qu'on peut faire. C'est aussi une forme de soutien de la Suisse à l'extractivisme, à chasser les gens de leur pays, puis ensuite les poursuivre ici, ou les enfermer, ou les tuer. Voilà. Personnellement, je m'organise dans un groupe entre personnes racisées, et je suis aussi de ta génération, Cyndi Lauper. Du coup, c'est pas que les jeunes, et c'est pas que les nouvelles générations, mais oui, il y a une conscience qui pousse néanmoins, malgré le peu de médiatisation, ici aussi. Les personnes se rendent compte que c'est pas qu'aux États-Unis, c'est pas qu'en France, en fait. Il y a aussi des choses atroces qui se passent ici, dans le pays le plus riche du monde, où les gens n'aiment pas parler trop fort. Ça coupe aussi beaucoup, ça coupe beaucoup la chic, comme on dit ici. Et donc voilà, j'invite... il y a beaucoup à faire. Comme tu dis, c'est des poils à gratter, c'est des petites choses qu'on essaye de faire, mais on lâche pas. On est là, on gratte. Nous, quand on organise nos événements, les personnes racisées sont invitées à s'asseoir tout devant, par exemple. Ça fait partie des choses qu'on essaye de visibiliser et de théoriser, pas seulement pour faire joli et dire des belles paroles, mais aussi pour changer nos vies et celles qui viennent, en fait. C'est aussi, j'ai envie de dire qu'on n'entend jamais parler ici, quand on parle d'écologie, on n'entend jamais parler des traditions indigènes, en fait. Mais s'il y a quelqu'un qui sait parler qui utilise justement pas le mot écologie, mais de rapport à la nature, en fait, il y a énormément de savoir autour de ça dont on n'entend jamais parler. C'est des Blancs qui s'approprient ce genre comme tu disais, de savoir et de cadre. Là, bientôt, c'est le 12 octobre. C'est la célébration de l'invasion de Christophe Colomb dans ce qui s'appelle maintenant l'Amérique. Et ce jour-là, à Genève, il y a le rallye du chocolat, en fait. Et pour dire que, voilà, on a du boulot. Mais voilà, ce n'était donc pas une question. Comment s'appelle le collectif? Comment ça, le collectif? Merci, on fait la pub. Bon. Je suis pas venue que pour ça, mais... Merci. Non, mais c'est important, en fait, parce que... Et alors, déjà, je commence par m'excuser auprès de vous, parce que je suis tellement bavarde que je n'ai pas laissé assez de place, justement, pour que vous puissiez dire aussi ce qui se dit, ce qui se discute, ce qui se fait ici, en Suisse. Et c'est vrai que c'est trop facile, en fait, d'un pays à l'autre, de venir avec les problèmes, typiquement de France,
et de venir en faisant comme si tout se passait bien en Suisse ou comme s'il n'y avait pas de lutte en Suisse. Moi, c'est vrai que les exemples d'organisations politiques dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que ce sont des exemples français. J'ai parlé du comité Adama, et je sais bien qu'il y a des collectifs ici de lutte contre les violences policières, par exemple. Donc, merci d'en parler. Bah oui. Donc, parce que sinon, effectivement, et merci de l'avoir fait, on peut avoir l'impression que les crimes policiers, c'est en France, mon Dieu c'est horrible, le racisme c'est en France, mon Dieu c'est horrible. Heureusement en Suisse c'est pas la même chose. La France a un passé colonial, grand Dieu, heureusement que la Suisse, enfin pas aujourd'hui évidemment avec l'Expo, mais la Suisse n'a pas de passé colonial. Donc oui, c'est important de dire ça. Je me permets de dire aussi que, alors, vous disiez voilà, sur l'expérience du racisme qu'ont les enfants. Alors je me suis mal exprimée tout à l'heure, il ne s'agit pas de dire que des enfants racisés n'ont pas l'expérience du racisme, il s'agit simplement de dire que quand l'enfant le subit, il ne dit pas « Ah, là je subis forcément du racisme ». Et par exemple, moi je raconte une expérience, voilà, c'est mon expérience, du passage de la frontière entre le Maroc et l'Espagne, où à l'époque on faisait entrer des chiens dans la voiture parce qu'on cherchait de la drogue, évidemment les Marocains c'est le hashish, et où en fait, voilà, enfant toute petite, donc il y avait, bon après j'avoue, mais parce que je crois qu'il y a prescription maintenant, nous il y avait toujours des sans-papiers dans la voiture, ça c'est vrai, qui étaient en dessous, et voilà, et en fait moi je sautais dans tous les sens, et en fait pour me faire taire, voilà, moi, mes parents me disaient, mais attention, les chiens vont te manger. Voilà, et la police va t'égorger, etc., pour vraiment que je me tienne à carreau, c'est quand même un peu traumatisant. Mais je veux dire, ce qui est traumatisant, c'est ça, c'est la douane, ce sont les conséquences des frontières, en fait, sur les individus, et notamment les enfants. Bon, la petite que j'ai été, en fait, ne s'est pas dit à ce moment-là, ah, là, nous subissons du racisme, il y a une entrave à la liberté de circulation, etc. Tous les exemples que je donne à l'école dans le livre, c'est horrible, mais j'ai fait exprès parce que vraiment, je voulais tordre le cou aux profs de français. Parce que dans le récit d'immigration, alors peut-être en Suisse comme en France, le prof de français, c'est celui qui va t'émanciper. Donc voilà, il va prendre un livre de Victor Hugo, il va te le tendre, ou de Voltaire, ou de Balzac, etc., ou Zola, il va te le tendre, et en fait, du coup, tu vas t'émanciper, tu vas avoir accès comme ça aux nuées des savoirs, et c'est quelque chose ça qu'on entend, y compris chez les artistes et les personnes issues d'immigration qui ont réussi. Voilà. Quand elles vont être interrogées par des journalistes notamment, ce qu'elles peuvent répondre, ces personnes, même elles vont répondre, alors comment vous avez réussi, qu'est-ce qui a été déclic, qu'est-ce qui a fait dans votre vie, etc. Et tu as quand même beaucoup de ces personnes qui vont répondre, c'est le prof de français, donc quand c'est au collège, et le prof de philo quand c'est au lycée, c'est selon, et qui a cru en moi, Et donc il y a ce récit national, ce roman national, où en fait on a l'impression que c'est donc l'institution qui a émancipé, qui a tendu comme ça les clés de l'émancipation. Et donc je parle de l'école là-dedans, pour dire mais l'école n'a rien émancipé du tout. L'école, et ça c'est documenté depuis au moins Bourdieu, a au contraire installé en fait les rapports de domination, en tout cas les a largement confortés. Il n'y a pas eu d'affection à l'école, il n'y a pas eu des profs qui nous ont pris dans leurs bras, ou je sais pas quoi. Je veux dire, il n'y a pas plus distant que l'institution. Voilà. Ceux et celles qui nous ont pris dans leurs bras, qui nous ont rassurés, qui nous ont donné aussi de l'ambition quand ambition il y avait, je raconte l'histoire de la mère au poignet, c'est la mère ou le père, l'entourage en tout cas, qui te dit qu'il faut que tu aies 20 sur 20, parce que si tu as 18 sur 20, il faut que tu justifies en fait, des 2 points qui ont été perdus en route. Et notamment chez des personnes, les immigrés, qui à l'époque avaient très peu l'expérience de l'école, et qui, voilà, 18 sur 20, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, ma mère me répétait, mais j'ai pas traversé les océans pour que tu perdes des points comme ça, en honte. Je veux dire, c'est le sacrifice qu'on a fait pour que tu... Donc, on voit bien, en fait, que cette ambition, le fait de vouloir s'en sortir, etc., on voit bien que ça vient de ces relations. Ça ne veut pas dire que ce ne sont que des relations émancipatrices. Je l'ai dit en tant que féministe, moi je sais qu'en fait, beaucoup des violences et des humiliations, c'est dans la famille. Voilà, c'est un espace aussi patriarcal. Mais c'est aussi un lieu d'émancipation. En tout cas, si émancipation il y a eu, c'est avant tout là. Donc c'est une manière aussi de dire, voilà, l'école, ce qu'a été l'école dans la réalité. Mais tout ça pour vous répondre, en fait, que je pense que c'est important pour nous aussi, en tant que militants, militantes, de dire qu'il y a eu de la joie, en fait. De dire qu'il y a eu de la fierté et que le racisme ne nous a pas détruit totalement. Enfin, je pense qu'à l'heure actuelle, en tout cas en France, voilà, et puis vous me direz pour la Suisse, mais en France, je pense qu'on est vraiment dans un moment où on a besoin de parler de joie et de fierté.
On a besoin de dire, mais en fait, vous pouvez monter au ciel et descendre, donc les fachos. En fait, nos enfants, ils seront toujours fiers d'être arabes, d'être musulmans, d'être originaires de tel pays d'Afrique, d'être des Outre-mer, d'être... Il y aura cette fierté, il y aura cette volonté de s'en sortir et de résister, en fait. Et ça passe donc, oui, par ce récit qui est... Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai de dire qu'en fait, il n'y a eu que de la joie et de la fierté et qu'il y a parmi nous des personnes issues d'immigration qui ont connu des enfances comme ça, comme la petite Salima. Je sais que c'est faux, mais il ne faut pas le dire. Au contraire, il faut en faire quelque chose, en fait, de ces moments de joie, pour dire, voilà, on va s'en sortir. Et nos enfants, aujourd'hui, ils vont s'en sortir. Voilà, il faut leur dire que, voilà, on a subi du racisme les années 80 en France. On a parlé d'arabicide dans les années 80 en France, d'arabicide. On sortait fraîchement de la fin de la guerre d'Algérie, on tirait l'arabe comme on tire le lapin. C'était ça l'expression à l'époque. À l'époque, on pouvait acheter des fusils dans les supermarchés. Ça s'est arrêté en 86 grâce aux mobilisations des maires des quartiers populaires, aux folles de la place Vendôme. Mais jusqu'en 86, on pouvait encore acheter des fusils dans les supermarchés. Donc c'est dire que moi, la période que nous avons passée, c'est une période horrible, encore plus horrible en réalité, concrètement, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus acheter des fusils dans les supermarchés. Donc, et il y a beaucoup moins de crimes policiers aujourd'hui que dans ces années-là. Et donc oui, évidemment, il ne s'agit pas de nier ou de taire en fait le racisme ou les violences qu'on a pu subir. Il s'agit de le dénoncer. Mais en fait, notre humanité, ça passe aussi par nos résistances en fait. Et encore une fois, notre joie, bon, c'est un peu balbutiant ce que je dis, mais en tout cas, moi, j'ai ressenti ce besoin-là en fait, de dire la joie, de dire la fierté, de dire à mes enfants, déjà mes propres enfants, j'en ai 2, de leur dire voilà, vous allez vous en sortir en fait. Et la vie est belle et on va continuer à se marrer, à faire de la musique, à bien manger, parce que voilà, on a l'art des épices, etc., etc. Je pense que ça, bon. Peut-être que si une personne veut, ou des personnes veulent parler des luttes qui sont menées ici à Genève ou en Suisse, ou des projets, n'hésitez pas en fait. Donc, le collectif là s'appelle Outrage. Outrage collectif. Est-ce qu'il y a des collectifs dont vous voulez parler ou des luttes dont vous voulez parler? D'accord. Merci à vous. Je tiens à dire que merci beaucoup à l'Alternativa d'avoir permis cette discussion d'avoir lieu ici. On a parlé des écoles, mais les musées, c'est aussi un lieu qui perpétue les discriminations et j'aimerais que ces conversations puissent avoir lieu plus souvent et qu'on ait plus de place pour tout type de discussion comme celle-ci, non, plutôt des discussions comme celle-ci. Voilà. Je suis désolée qu'on n'ait pas eu le temps de plus discuter. Je ne sais pas, Morgane, est-ce que tu veux dire encore un mot? Je crois qu'il y a des livres aussi ici. C'est ça en fait, je pense qu'il y a aussi des discussions qui vont probablement continuer en off. Enfin, là on a lancé plein de... Enfin même moi j'ai plein de questions qui arrivent toutes les 2 secondes, j'ai envie de parler avec plein de gens, mais bon, voilà, on peut faire ça après, on a la nuit devant nous. Et en attendant, effectivement on a des exemplaires du dernier livre de Fatima, j'ai un stylo pour toi si jamais quelqu'un veut que... Enfin voilà, si vous en voulez en tout cas, il y en a. Et sinon, on peut continuer la discussion après en partant, voilà. Et puis, un grand merci. À part ça, je te retourne le remerciement donc, pour l'organisation ici et de cette discussion et de cette visite. C'est vraiment, je trouve, une bonne démarche et très intéressant. Et puis, merci à toi d'être venu. Merci à vous pour cette invitation. Et je tiens à dire, et vraiment, j'ai été critique quand même à certains moments, à certains endroits ici de l'expo, mais que vraiment, à chaque fois que je viens en Suisse, donc maintenant à Genève, mais déjà à Neuchâtel, en fait, je prends tout en photo et je reviens à Paris, à la ville de Paris, pour leur dire, mais regardez, à Neuchâtel, à Genève, ils sont en avance, ils ont fait ceci, cela. Et par exemple, et cette exposition en est un exemple. Donc vraiment, merci aussi de faire tant et de participer certainement à des dynamiques aussi ailleurs où nous, on peut utiliser ça comme levier de transformation, quoi. Donc, voilà. Merci pour cette expo.